fragiles. Merci beaucoup Olivier Hanon. Et nous allons passer maintenant à l'impact des anticoagulants sur les hémorragies intra-utérines avec l'étude Genboac. Les anticoagulants directs ont représenté un progrès majeur dans le traitement de la thrombose ces dernières années, mais l'impact de ces traitements chez les jeunes femmes était jusqu'ici mal évalué. Gabrielle Sarlon-Bartoli, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de service de médecine vasculaire et hypertension artérielle au CHU de Marseille et vous avez coordonné une étude, l'étude Genboac, sur l'analyse de l'impact des traitements anticoagulants sur les règles chez les femmes en âge de procréer. Donc c'était quoi jusqu'à maintenant les données dont on disposait dans la littérature sur l'impact de ces traitements chez les femmes jeunes et en particulier sur les menstruations ? Alors jusqu'alors, les données étaient faibles, mais par bonheur, elles sont de plus en plus nombreuses actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les hémorragies génitales en population générale sont fréquentes, jusqu'à 50% des femmes, et que sous anticoagulants, cette prévalence va augmenter jusqu'à 70% des femmes et altérer leur qualité de vie. Donc avec quand même quelques discordances entre les études, et c'est pour ça que vous avez réalisé et coordonné cette étude Genboac. Elle est réalisée sur 10 centres français, une large étude. Donc vous nous dites peut-être un petit mot sur quels étaient les objectifs tout d'abord, et puis après on verra la méthodologie. Alors tout à fait, donc c'est une étude française, multicentrique sur 10 centres français. Et l'idée du coup était de pouvoir comparer la prévalence de ces saignements en fonction des molécules anticoagulantes utilisées, avec aussi un groupe contrôle, et de tester aussi la qualité de vie des patientes anticoagulées et non anticoagulées avec cette notion d'hémorragie génitale. Donc une communication que vous avez faite au congrès de la Société française de médecine vasculaire cette année, c'est ça ? Tout à fait. Cette étude a été acceptée en communication orale et a obtenu d'ailleurs le prix de la meilleure communication orale de la session du congrès. Bravo. Alors peut-être un mot maintenant sur la méthodologie et les patientes, s'il vous plaît. Alors l'idée en fait, c'était donc de comparer la prévalence de ces saignements en fonction de 4 groupes. Un groupe rivaroxaban, un groupe apixaban, un groupe antivitamine K et un groupe contrôle. Et de tester aussi leur qualité de vie avec un questionnaire de qualité de vie générique, avec un critère de jugement principal qui était un critère d'hémorragie, avec la combinaison d'hémorragie génitale majeure, d'hémorragie non majeure mais cliniquement significative, et un score PBAC, on va en reparler, supérieur à 100. Et c'est quoi la différence entre les hémorragies génitales majeures et les non majeures mais cliniquement significatives, pour nous citer un peu ? Alors, on peut voir peut-être la diapositive suivante, voilà, qui permet de préciser un petit peu l'idée, en fait, en effet, de cette étude, c'est que les données de la littérature dont on dispose actuellement regroupent en fait des prévalences, mais avec des définitions qui sont très hétérogènes. Donc, on a essayé de vraiment bien définir ces hémorragies, avec des hémorragies majeures définies selon l'ISTH, comme une anémie ou la nécessité d'une transfusion de plus de 2 kilos. Ensuite, nous avons évoqué les hémorragies non majeures mais cliniquement significatives selon la classification des gynécologues que l'on appelle la classification FIGO et qui s'intéresse à des menstruations prolongées de plus de 8 jours, des saignements intermenstruels, des caillots, la nécessité d'avoir recours à un professionnel de santé, la nécessité de changer de dose éventuellement d'anticoagulants ou voire d'arrêter le traitement anticoagulant. Et après, la troisième étape, et c'est ça qui est un peu novateur, c'est d'essayer de tester un score qui est le score PBAC que vous voyez sur la diapositive, qui a été validé dans les maladies hémorragiques, comme l'hémophilie par exemple. Et l'idée, c'était d'apprécier de façon vraiment quantitative les hémorragies génitales, dites donc mineures, grâce à ce score PBAC. Alors, on va peut-être arriver aux résultats. Donc, vous avez eu 445 femmes. Voilà, donc 445 femmes ont pu être incluses dans cette étude, avec donc une répartition à peu près équivalente de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Et donc, le résultat, le premier résultat est
sur la comparaison de la population anticoagulée par rapport au groupe contrôle, ce qui était déjà une première étape pour valider les données de la littérature. Et donc, ce que l'on a obtenu, c'est un critère de jugement principal plus important dans le groupe anticoagulé par rapport au groupe contrôle et une qualité de vie qui, du coup, était significativement plus basse dans le groupe anticoagulé. Alors après, quand on va un petit peu plus s'intéresser à la comparaison des molécules, ce que l'on obtient quand on regarde les flèches vertes, c'est qu'on a obtenu une différence significative en termes d'une prévalence d'hémorragie selon le critère composite, qui est plus faible avec l'apixaban en comparaison au rivaroxaban qui est en rouge et au groupe antivitamine K qui est en vert. Donc ça, ce sont les deux premières flèches vertes en haut. Et quand après, on a un peu regardé sur l'analyse secondaire, les objectifs secondaires, est-ce que c'était plus les hémorragies majeures ou mineures qui faisaient la différence? Eh bien, c'est les 4 flèches après en bas. Ce sont les hémorragies mineures qui, en fait, font la différence avec notamment quelque chose d'assez simple que l'on peut retenir, c'est-à-dire que l'apixaban entraîne des menstruations moins prolongées que le rivaroxaban en rouge ou les antivitamines K en vert. Ça se confirme aussi cette tendance avec l'utilisation du score PBAC. Quand après on regarde en fait la comparaison de ces différents critères en fonction du moment où on questionne la femme, c'est-à-dire on essaye de comparer entre avant la mise sous anticoagulant et pendant la mise sous anticoagulant. On voit que sur ces critères, il y a 4 critères qui ne sont pas modifiés dans le groupe apixaban, alors qu'il y a 5 critères qui sont modifiés dans le groupe rivaroxaban. Et il y en a 6 qui sont modifiés par le groupe antivitamine K. Donc on voit vraiment une différence d'évolution en termes d'hémorragie génitale entre avant et pendant la mise sous anticoagulant, qui est avec une différence qui est moins importante avec l'apixaban par rapport au rivaroxaban et au groupe antivitamine K. Quand on regarde après la qualité de vie, et c'est ça qui est un peu dommage dans notre étude, c'est que malgré cette tendance pour l'apixaban à entraîner moins d'hémorragie génitale, on n'a pas réussi à ressortir une qualité de vie différente dans les différents groupes de patientes anticoagulées. Donc voilà, nous avons en fait donc montré que les hémorragies génitales étaient plus fréquentes chez les patientes anticoagulées par rapport au groupe contrôle, que l'apixaban provoque moins de saignements que le rivaroxaban et les antivitamines K, mais sans amélioration de la qualité de vie. Et par contre, on a besoin bien sûr d'un consensus international pour vraiment valider ces résultats. Et peut-être après, on va revenir après avec les futures questions sur l'attitude thérapeutique qu'on peut adopter à la lueur de ces nouveaux résultats. Oui, donc si on résume, on avait la perception qu'il y avait des segments qui étaient plus abondants, mais là, vous permettez de quantifier l'importance de cette perte. Est-ce que ça se manifeste sur l'hémoglobine? Je dis ça par rapport effectivement à une fatigue qui peut être associée à une hémoglobine basse et qui aurait pu jouer ou ne pas jouer d'ailleurs sur la qualité de vie. Alors, ce que l'on observe en effet, c'est que du coup, la différence entre les molécules se joue plutôt sur des éléments qui sont cliniques avec des durées de règles abondantes, un recours à des professionnels de santé, avec éventuellement des ajustements thérapeutiques, mais la différence n'est pas assez forte pour aller jusqu'à entraîner une différence en termes d'anémie ou de transfusion. Et alors, quand on voyait ces jeunes femmes, elles ont un âge moyen qui est à peu près de combien? On n'en a peut-être pas parlé. Elles avaient donc toutes des règles, elles avaient toutes une thrombose ou une embolie pulmonaire ou les deux. Il n'y avait pas d'autres causes de prescription dans votre étude, c'est ça? Non, voilà, l'âge moyen est à peu près de 30 ans, selon mes souvenirs. Et voilà, ce sont vraiment des femmes qui étaient traitées pour une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde. C'était l'indication, c'était une maladie veineuse thromboembolique.
Et donc, il ressort de ce que vous présentez qu'il va falloir prendre quand même malgré tout en charge ce problème. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, semble-t-il. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de tabou, une autocensure des femmes, ou les médecins ne posaient pas la question parce qu'ils étaient focalisés sur la thrombose? Alors, je pense qu'en effet, hein, l'explication, alors je ne l'ai pas vraiment, mais après avoir essayé d'y réfléchir, je pense qu'il y a à la fois un côté tabou de la part des femmes qui n'osaient probablement pas en parler, et côté médical, peut-être une négligence, ou en tout cas le fait de se focaliser en effet sur une maladie qui peut être mortelle comme une embolie pulmonaire, et le fait que les femmes ne se plaignent pas d'autres problématiques ne les faisait pas alerter sur cette situation. On avait fait une étude il y a quelques années qui avait fait ressortir que quand on interroge les médecins généralistes, dans un cas sur deux, ils ne vont pas spontanément poser la question des règles abondantes à des femmes jeunes qui viennent en consultation. Oui, donc maintenant il faut changer. Et donc ça veut dire que, d'après ce que vous dites, il faudrait au moins les prévenir que ça peut modifier quelque chose. C'est exactement l'attitude qui commence à être, qui est une attitude très simple, hein, qui pourrait paraître vraiment normale, mais qui n'était pas forcément faite jusqu'alors. Et donc, dans les consensus qui commencent à être proposés et validés, c'est en effet sur la première consultation lors de la prescription d'un anticoagulant chez une femme en âge de procréer, il faut poser la question de l'état des règles avant la mise sous anticoagulant pour après adapter la thérapeutique, et que la femme aussi sache que le traitement peut retentir sur les règles, ce qui n'est pas forcément anticipé et compris par les femmes. Et donc, elle va peut-être être plus alertée par la problématique et après plus en parler sur les consultations de suivi. Alors en général, quand on prescrit ce type de traitement, il y a forcément un certain nombre d'examens, dont une numération. Et il faut absolument regarder le taux d'hémoglobine quand on envisage de mettre en route ce type de traitement chez une femme. Et après, est-ce qu'il faut le recontrôler? Et si oui, au bout de combien de temps? Alors, c'est vrai que la numération, ça fait partie quand même du bilan classique chez quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'alors, c'est un bilan martial. Or, on sait que chez la femme qui est en âge de procréer, même sans anticoagulant, une femme sur deux est carencée en fer. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est de faire au départ un bilan pour connaître à la fois s'il y a une anémie déjà antérieure, la carence martiale pour pouvoir la supplémenter et répéter. Et donc, ce que je conseille, c'est de faire un bilan à 3 mois, puis à 6 mois et après une fois par an si la femme va rester anticoagulée. Et le bilan martial que vous conseillez, c'est juste une ferritinémie ou c'est d'autres éléments? Une ferritinémie, déjà voilà, de base, et puis après, si on a du mal à l'interpréter, de compléter avec un bilan complet. Bon, alors après, les médecins n'interrogeaient pas beaucoup les femmes sur leurs règles avant ce type de traitement. Après, il faut savoir comment évaluer la façon dont elles ont été modifiées. Est-ce qu'on a des critères qui sont assez simples pour évaluer la quantité des règles? Ah, voilà, votre question, en fait, c'est souvent celle qui ressort, hein, des médecins sur la pratique au quotidien. C'est très compliqué d'aller faire ce score que je vous ai rapidement montré, qui peut prendre plus de 15 ou 20 minutes à faire avec une patiente. Et donc, l'idée aussi, c'est de proposer des questions très simples pour que les médecins puissent dépister ces anomalies. Et par exemple, des menstruations qui vont durer plus de 8 jours, le fait de se changer toutes les 2 heures, voire plus fréquemment, le fait de se lever la nuit pour changer ses protections, le fait de tacher ses vêtements ou le fait de restreindre son activité professionnelle ou sociale ou sportive ou scolaire, hein, puisque parfois on est amené à anticoaguler des adolescentes. Ça, ce sont des questions assez simples et rapides qui vont permettre justement de détecter ces problématiques et d'adapter le suivi et la thérapeutique. Des sortes de drapeaux rouges, quoi, comme disent Et les Anglais. ouais. Et alors, maintenant qu'on a identifié le problème, que ce problème peut exister et peut retentir sur la santé des femmes, il reste à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces règles soient trop importantes. Est-ce qu'il faut, vous avez dit que toutes les molécules ne sont pas équivalentes, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire attention aux molécules que l'on donne? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut donner pour limiter le saignement à ce moment-là? Je crois que quand même, l'enseignement de l'étude Genboac, c'est de dire qu'il y a une différence
de saignement utérin en fonction des molécules et qu'il faut diffuser l'information et qu'il faut peut-être conseiller, proposer, recommander l'utilisation d'apixaban en première prescription chez une femme jeune que l'on va mettre sous anticoagulant. Ensuite, si malheureusement ça survient avec une molécule, ce qui est recommandé aussi, c'est de changer de molécule parce que parfois une femme va être sensible à une molécule et pas à l'autre, donc il faut savoir adapter le traitement. Après, ce qu'on propose aussi, c'est qu'au-delà des 3 mois, des 3 premiers mois à risque de récidive thromboembolique, on peut aussi proposer, pendant les règles, de réduire la dose d'anticoagulant pendant la période des règles. Et puis parfois aussi, on va réduire la dose d'anticoagulant de façon prolongée, en voulant quand même protéger la patiente du risque de récidive thrombotique, mais en limitant au maximum les complications hémorragiques. Alors là, on a vu que vous aviez un certain nombre de femmes qui avaient des contraceptions, si je ne me trompe, une contraception combinée dans 38% des cas. Oui, j'ai repris la diapositive en trichant. Et donc, à partir de là, c'est un petit peu atypique d'avoir une contraception quand on est une femme et qu'on a fait une thrombose et une embolie pulmonaire. Alors, là où vous avez raison, c'est le pourcentage de femmes qui étaient sous contraception orale combinée au moment de l'épisode thromboembolique. Donc après, le nombre est plus faible en termes de prescription d'œstroprogestatif. Par contre, c'est la contraception par microprogestatif qui est plus utilisée et qui a été validée par une étude hollandaise de 2016 dans Blood, qui s'est intéressée au risque de récidive thrombotique chez des femmes qui étaient anticoagulées et qui étaient sous contraception. Et on a été vraiment rassurés sur le signal microprogestatif où il n'y a pas de ce risque thrombotique, y compris quand on arrête l'anticoagulant. Et donc, c'est vrai que c'est une solution aussi à la fois de contraception et pour limiter les règles abondantes chez ces femmes jeunes qui se retrouvent quand même, il faut se mettre à leur place, elles sont traumatisées par l'embolie pulmonaire, c'est clair. Et en plus, elles se retrouvent avec tous les mois des règles abondantes et qui altèrent leur qualité de vie. Et donc, le fait de les rassurer, de leur prescrire un microprogestatif, ça peut vraiment les aider à mieux supporter cette maladie. Et sans ça, il y a d'autres possibilités thérapeutiques pour réduire ces règles, en dehors, donc, vous nous l'avez dit, de la baisse du traitement pendant les règles ou pendant le début des règles, les microprogestatifs, et sinon, vous avez d'autres solutions? Alors, je pense que ce qui est aussi important, c'est quand même d'adresser la patiente à un gynécologue pour qu'il fasse quand même un bilan organique et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un cancer du col ou qu'il n'y ait pas un fibrome ou qu'il n'y ait pas une endométriose qui fasse saigner. Donc, ça, c'est quand même un message important, même si on le sait, les délais de consultation parfois peuvent être longs. Et ensuite, on peut utiliser l'acide tranexamique les 3-4 premiers jours des règles, puisque les femmes sont anticoagulées, donc elles sont protégées quand même de la thrombose qui pourrait être induite par ce traitement. Et ça peut être une solution, 0,5 g 3 fois par jour jusqu'à 1 g 3 fois par jour. Et puis, on en a parlé, bien checker la carence martiale et éventuellement faire de la substitution en fer par voie orale ou par voie intraveineuse. Alors, on arrive au terme de cette discussion. C'est quoi votre take-home message pour vos confrères, alors ? Ce que je voulais vraiment dire, c'est que les hémorragies, les saignements, les règles abondantes sont un phénomène qui est fréquent déjà en population générale. C'est un sujet qui est tabou et qui est négligé, mais qu'il faut briser. Et donc, à la fois en population générale et encore plus chez la femme anticoagulée, comme vous l'avez très bien dit, il faut d'abord le rechercher avant la mise sous anticoagulant, adapter la thérapeutique en fonction de l'état de la femme et ensuite faire un suivi adapté pour permettre à la femme d'avoir une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de vie et surtout aussi, on n'en a pas parlé, de ne pas se mettre en danger car parfois les femmes vont arrêter spontanément leur traitement, ce qui peut participer à une récidive thromboembolique. Merci beaucoup, Gabrielle Salombartoli. Nous allons passer maintenant à l'impact des anticoagulants sur les hémorragies intra-utérines avec l'étude Genboac.
Les anticoagulants directs ont représenté un progrès majeur dans le traitement de la thrombose ces dernières années, mais l'impact de ces traitements chez les jeunes femmes était jusqu'ici mal évalué. Gabrielle Sarlon-Bartoli, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chef de service de médecine vasculaire et hypertension artérielle au CHU de Marseille et vous avez coordonné une étude, l'étude GENBOAC, sur l'analyse de l'impact des traitements anticoagulants sur les règles chez les femmes en âge de procréer. Donc c'était quoi jusqu'à maintenant les données dont on disposait dans la littérature sur l'impact de ces traitements chez les femmes jeunes et en particulier sur les menstruations ? Alors jusqu'alors, les données étaient faibles, mais par bonheur, elles sont de plus en plus nombreuses actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les hémorragies génitales en population générale sont fréquentes, jusqu'à 50% des femmes, et que sous anticoagulants, cette prévalence va augmenter jusqu'à 70% des femmes et altérer leur qualité de vie. Donc avec quand même quelques discordances entre les études, et c'est pour ça que vous avez réalisé et coordonné cette étude GENBOAC. Elle est réalisée sur 10 centres français, une large étude. Donc vous nous dites peut-être un petit mot sur quels étaient les objectifs tout d'abord, et puis après on verra la méthodologie. Alors tout à fait, donc c'est une étude française, multicentrique sur 10 centres français. Et l'idée du coup était de pouvoir comparer la prévalence de ces saignements en fonction des molécules anticoagulantes utilisées, avec aussi un groupe contrôle, et de tester aussi la qualité de vie des patientes anticoagulées et non anticoagulées avec cette notion d'hémorragie génitale. Donc une communication que vous avez faite au congrès de la Société française de médecine vasculaire cette année, c'est ça ? Tout à fait. Cette étude a été acceptée en communication orale et a obtenu d'ailleurs le prix de la meilleure communication orale de la session du congrès. Bravo. Alors peut-être un mot maintenant sur la méthodologie et les patientes, s'il vous plaît. Alors l'idée en fait, c'était donc de comparer la prévalence de ces saignements en fonction de 4 groupes. Un groupe rivaroxaban, un groupe apixaban, un groupe antivitamine K et un groupe contrôle. Et de tester aussi leur qualité de vie avec un questionnaire de qualité de vie générique, avec un critère de jugement principal qui était un critère d'hémorragie, avec la combinaison d'hémorragie génitale majeure, d'hémorragie non majeure mais cliniquement significative, et un score PBAC, on va en reparler, supérieur à 100. Et c'est quoi la différence entre les hémorragies génitales majeures et les non majeures mais cliniquement significatives, pour nous citer un peu ? Alors, on peut voir peut-être la diapositive suivante, voilà, qui permet de préciser un petit peu l'idée, en fait, en effet, de cette étude, c'est que les données de la littérature dont on dispose actuellement regroupent en fait des prévalences, mais avec des définitions qui sont très hétérogènes. Donc, on a essayé de vraiment bien définir ces hémorragies, avec des hémorragies majeures définies selon l'ISTH, comme une anémie ou la nécessité d'une transfusion de plus de 2 kg. Ensuite, nous avons évoqué les hémorragies non majeures mais cliniquement significatives selon la classification des gynécologues que l'on appelle la classification FIGO et qui s'intéresse à des menstruations prolongées de plus de 8 jours, des saignements intermenstruels, des caillots, la nécessité d'avoir recours à un professionnel de santé, la nécessité de changer de dose éventuellement d'anticoagulants ou voire d'arrêter le traitement anticoagulant. Et après, la troisième étape, et c'est ça qui est un peu novateur, c'est d'essayer de tester un score qui est le score PBAC que vous voyez sur la diapositive, qui a été validé dans les maladies hémorragiques, comme l'hémophilie par exemple. Et l'idée, c'était d'apprécier de façon vraiment quantitative les hémorragies génitales, dites donc mineures, grâce à ce score PBAC. Alors, on va peut-être arriver aux résultats. Donc, vous avez eu 445 femmes. Voilà, donc 445 femmes ont pu être incluses dans cette étude, avec donc une répartition à peu près équivalente de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Et donc, le premier résultat est sur la comparaison de la population anticoagulée par rapport au groupe contrôle, ce qui était déjà une première étape pour valider les données de la littérature. Et donc, ce que l'on a obtenu, c'est un critère de jugement principal plus important dans le groupe anticoagulé par rapport au groupe contrôle et une qualité de vie qui, du coup, était significativement plus basse dans le groupe anticoagulé.
Alors après, quand on va un petit peu plus s'intéresser à la comparaison des molécules, ce que l'on obtient quand on regarde les flèches vertes, c'est qu'on a obtenu une différence significative en termes d'une prévalence d'hémorragie selon le critère composite, qui est plus faible avec l'apixaban en comparaison au rivaroxaban qui est en rouge et au groupe antivitamine K qui est en vert. Donc ça, ce sont les 2 premières flèches vertes en haut. Et quand après, on a un peu regardé sur l'analyse secondaire, les objectifs secondaires, est-ce que c'était plus les hémorragies majeures ou mineures qui faisaient la différence? Eh bien, c'est les 4 flèches après en bas. Ce sont les hémorragies mineures qui, en fait, font la différence, avec notamment quelque chose d'assez simple que l'on peut retenir, c'est-à-dire que l'apixaban entraîne des menstruations moins prolongées que le rivaroxaban en rouge ou les antivitamines K en vert. Ça se confirme aussi cette tendance avec l'utilisation du score PBAC. Quand après on regarde en fait la comparaison de ces différents critères en fonction du moment où on questionne la femme, c'est-à-dire on essaye de comparer entre avant la mise sous anticoagulant et pendant la mise sous anticoagulant. On voit que sur ces critères, il y a 4 critères qui ne sont pas modifiés dans le groupe apixaban, alors qu'il y a 5 critères qui sont modifiés dans le groupe rivaroxaban, et il y en a 6 qui sont modifiés par le groupe antivitamine K. Donc on voit vraiment une différence d'évolution en termes d'hémorragie génitale entre avant et pendant la mise sous anticoagulant, qui est avec une différence qui est moins importante avec l'apixaban par rapport au rivaroxaban et au groupe antivitamine K. Quand on regarde après la qualité de vie, et c'est ça qui est un peu dommage dans notre étude, c'est que malgré cette tendance pour l'apixaban à entraîner moins d'hémorragie génitale, on n'a pas réussi à ressortir une qualité de vie différente dans les différents groupes de patientes anticoagulées. Donc voilà, nous avons en fait donc montré que les hémorragies génitales étaient plus fréquentes chez les patientes anticoagulées par rapport au groupe contrôle, que l'apixaban provoque moins de saignements que le rivaroxaban et les antivitamines K, mais sans amélioration de la qualité de vie. Et par contre, on a besoin bien sûr d'un consensus international pour vraiment valider ces résultats. Et peut-être après, on va revenir après avec les futures questions sur l'attitude thérapeutique qu'on peut adopter à la lueur de ces nouveaux résultats. Oui, donc si on résume, on avait la perception qu'il y avait des segments qui étaient plus abondants, mais là, vous permettez de quantifier l'importance de cette perte. Est-ce que ça se manifeste sur l'hémoglobine? Je dis ça par rapport effectivement à une fatigue qui peut être associée à une hémoglobine basse et qui aurait pu jouer ou ne pas jouer d'ailleurs sur la qualité de vie. Alors, ce que l'on observe en effet, c'est que du coup, la différence entre les molécules se joue plutôt sur des éléments qui sont cliniques avec des durées de règles abondantes, un recours à des professionnels de santé, avec éventuellement des ajustements thérapeutiques, mais la différence n'est pas assez forte pour aller jusqu'à entraîner une différence en termes d'anémie ou de transfusion. Et alors, quand on voyait ces jeunes femmes, elles ont un âge moyen qui est à peu près de combien? On n'en a peut-être pas parlé. Elles avaient donc toutes des règles, elles avaient toutes une thrombose ou une embolie pulmonaire ou les deux. Il n'y avait pas d'autres causes de prescription dans votre étude, c'est ça? Non, voilà, l'âge moyen est à peu près de 30 ans, selon mes souvenirs. Et voilà, ce sont vraiment des femmes qui étaient traitées pour une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde. C'était l'indication, c'était une maladie veineuse thromboembolique. Et donc, il ressort de ce que vous présentez qu'il va falloir prendre quand même malgré tout en charge ce problème. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, semble-t-il. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de tabou, une autocensure des femmes, ou les médecins ne posaient pas la question parce qu'ils étaient focalisés sur la thrombose? Alors, je pense qu'en effet, l'explication, alors je ne l'ai pas vraiment, mais après avoir essayé d'y réfléchir, je pense qu'il y a à la fois un côté tabou de la part des femmes qui
n'osait probablement pas en parler. Et côté médical, peut-être une négligence ou en tout cas le fait de se focaliser en effet sur une maladie qui peut être mortelle comme une embolie pulmonaire et le fait que les femmes ne se plaignent pas d'autres problématiques ne les faisait pas alerter sur cette situation. On avait fait une étude il y a quelques années qui avait fait ressortir que quand on interroge les médecins généralistes, dans un cas sur deux, ils ne vont pas spontanément poser la question des règles abondantes à des femmes jeunes qui viennent en consultation. Oui, donc maintenant il faut changer. Et donc ça veut dire que, d'après ce que vous dites, il faudrait au moins les prévenir que ça peut modifier quelque chose. C'est exactement l'attitude qui commence à être, qui est une attitude très simple, hein, qui pourrait paraître vraiment normale, mais qui n'était pas forcément faite jusqu'alors. Et donc, dans les consensus qui commencent à être proposés et validés, c'est en effet sur la première consultation lors de la prescription d'un anticoagulant chez une femme en âge de procréer, il faut poser la question de l'état des règles avant la mise sous anticoagulant pour après adapter la thérapeutique et que la femme aussi sache que le traitement peut retentir sur les règles, ce qui n'est pas forcément anticipé et compris par les femmes. Et donc, elle va peut-être être plus alertée par la problématique et après plus en parler sur les consultations de suivi. Alors en général, quand on prescrit ce type de traitement, il y a forcément un certain nombre d'examens, dont une numération. Et il faut absolument regarder le taux d'hémoglobine quand on envisage de mettre en route ce type de traitement chez une femme. Et après, est-ce qu'il faut le recontrôler? Et si oui, au bout de combien de temps? Alors, c'est vrai que la numération, ça fait partie quand même du bilan classique chez quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'alors, c'est un bilan martial. Or, on sait que chez la femme qui est en âge de procréer, même sans anticoagulant, une femme sur deux est carencée en fer. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est de faire au départ un bilan pour connaître à la fois s'il y a une anémie déjà antérieure, la carence martiale pour pouvoir la supplémenter et répéter. Et donc, ce que je conseille, c'est de faire un bilan à 3 mois, puis à 6 mois et après une fois par an si la femme va rester anticoagulée. Et le bilan martial que vous conseillez, c'est juste une ferritinémie ou c'est d'autres éléments? Une ferritinémie, déjà voilà, de base, et puis après, si on a du mal à l'interpréter, de compléter avec un bilan complet. Bon, alors après, les médecins n'interrogeaient pas beaucoup les femmes sur leurs règles avant ce type de traitement. Après, il faut savoir comment évaluer la façon dont elles ont été modifiées. Est-ce qu'on a des critères qui sont assez simples pour évaluer la quantité des règles? Ah, voilà, votre question, en fait, c'est souvent celle qui ressort hein, des médecins sur la pratique au quotidien. C'est très compliqué d'aller faire ce score que je vous ai rapidement montré, qui peut prendre plus de 15 ou 20 minutes à faire avec une patiente. Et donc, l'idée aussi, c'est de proposer des questions très simples pour que les médecins puissent dépister ces anomalies. Et par exemple, des menstruations qui vont durer plus de 8 jours, le fait de se changer toutes les 2 heures, voire plus fréquemment, le fait de se lever la nuit pour changer ses protections, le fait de tacher ses vêtements ou le fait de restreindre son activité professionnelle ou sociale ou sportive ou scolaire, hein, puisque parfois on est amené à anticoaguler des adolescentes. Ça, ce sont des questions assez simples et rapides qui vont permettre justement de détecter ces problématiques et d'adapter le suivi et la thérapeutique. Des sortes de drapeaux rouges, quoi, comme disent les Anglais. Ouais. Et alors, maintenant qu'on a identifié le problème, que ce problème peut exister et peut retentir sur la santé des femmes, il reste à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces règles soient trop importantes. Est-ce qu'il faut... Vous avez dit que toutes les molécules ne sont pas équivalentes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire attention aux molécules que l'on donne? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut donner pour limiter le saignement à ce moment-là? Je crois que quand même, l'enseignement de l'étude Genboac, c'est de dire qu'il y a une différence de saignement utérin en fonction des molécules et qu'il faut diffuser l'information et qu'il faut peut-être conseiller, proposer, recommander l'utilisation d'apixaban en première prescription chez une femme jeune que l'on va mettre sous anticoagulant. Ensuite, si malheureusement ça survient avec une molécule,
ce qui est recommandé aussi, c'est de changer de molécule, parce que parfois, une femme va être sensible à une molécule et pas à l'autre. Donc, il faut savoir adapter le traitement. Après, ce qu'on propose aussi, c'est que au-delà des 3 mois, des 3 premiers mois à risque de récidive thromboembolique, on peut aussi proposer, pendant les règles, de réduire la dose d'anticoagulants pendant la période des règles. Et puis parfois aussi, on va réduire la dose d'anticoagulants de façon prolongée, en voulant quand même protéger la patiente du risque de récidive thrombotique, mais en limitant au maximum les complications hémorragiques. Alors là, on a vu que vous aviez un certain nombre de femmes qui avaient des contraceptions, si je ne me trompe, une contraception combinée dans 38% des cas. Oui, j'ai repris la diapositive en trichant. Et donc, à partir de là, c'est un petit peu atypique d'avoir une contraception quand on est une femme et qu'on a fait une thrombose et oui, une embolie pulmonaire. Alors, là où vous avez raison, c'est le pourcentage de femmes qui étaient sous contraception orale combinée au moment de l'épisode thromboembolique. Donc après, le nombre est plus faible en termes de prescription d'œstroprogestatif. Par contre, c'est la contraception par microprogestatif qui est plus utilisée et qui a été validée par une étude hollandaise de 2016 dans Blood, qui s'est intéressée au risque de récidive thrombotique chez des femmes qui étaient anticoagulées et qui étaient sous contraception. Et on a été vraiment rassurés sur le signal microprogestatif où il n'y a pas de ce risque thrombotique, y compris quand on arrête l'anticoagulant. Et donc, c'est vrai que c'est une solution aussi à la fois de contraception et pour limiter les règles abondantes chez ces femmes jeunes qui se retrouvent quand même, il faut se mettre à leur place, elles sont traumatisées par l'embolie pulmonaire, c'est clair. Et en plus, elles se retrouvent avec tous les mois des règles abondantes et qui altèrent leur qualité de vie. Et donc, le fait de les rassurer, de leur prescrire un microprogestatif, ça peut vraiment les aider à mieux supporter cette maladie. Et sans ça, il y a d'autres possibilités thérapeutiques pour réduire ces règles, en dehors donc, vous nous l'avez dit, de la baisse du traitement pendant les règles ou pendant le début des règles, les microprogestatifs, et sinon vous avez d'autres solutions? Alors, bon, je pense que ce qui est aussi important, c'est quand même d'adresser la patiente à un gynécologue pour qu'il fasse quand même un bilan organique et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un cancer du col ou qu'il n'y ait pas un fibrome ou qu'il n'y ait pas une endométriose qui fasse saigner. Donc, ça, c'est quand même un message important, même si on le sait, les délais de consultation parfois peuvent être longs. Et ensuite, on peut utiliser l'acide tranexamique les 3-4 premiers jours des règles, puisque les femmes sont anticoagulées, donc elles sont protégées quand même de la thrombose qui pourrait être induite par ce traitement. Et ça peut être une solution, 0,5 g 3 fois par jour jusqu'à 1 g 3 fois par jour. Et puis, on en a parlé, bien checker la carence martiale et éventuellement faire de la substitution en fer par voie orale ou par voie intraveineuse. Alors, on arrive au terme de cette discussion. C'est quoi votre take-home message pour vos confrères alors? Ce que je voulais vraiment dire, c'est que les hémorragies, les saignements, les règles abondantes sont un phénomène qui est fréquent déjà en population générale. C'est un sujet qui est tabou et qui est négligé, mais qu'il faut briser. Et donc, à la fois en population générale et encore plus chez la femme anticoagulée, comme vous l'avez très bien dit, il faut d'abord le rechercher avant la mise sous anticoagulant, adapter la thérapeutique en fonction de l'état de la femme et ensuite faire un suivi adapté pour permettre à la femme d'avoir une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de vie et surtout aussi, on n'en a pas parlé, de ne pas se mettre en danger car parfois les femmes vont arrêter spontanément leur traitement, ce qui peut participer à une récidive thromboembolique. Merci beaucoup, Gabrielle Salombartoli.